Frédéric Brindel. Comment vivre ses rêves dans les quartiers difficiles quand la société nous renvoie des success stories de millionnaires à longueur de contenu médiatique? La vie en gris, ça frustre. Comment éviter le cauchemar des habitants qui subissent les exactions des sans scrupules? Le président de la République évoque à leur sujet une décivilisation. Le dialogue, la vie en collectivité sont-ils encore envisageables dans nos cités? Autour de la table, ici en studio sur Sud Radio, nous recevons des personnes qui vont nous éclairer. Et nous avons 1 heure pour poser toutes les questions, pour aller au cœur du problème. Je salue Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, publié aux éditions du Cerf. Bonjour Paul Melun. Bonjour, merci de me recevoir. Vous allez nous expliquer, grâce à cette étude que vous avez menée finalement, quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations populaires et est-ce que la question politique de la sociale problématique est résolue. Voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Xavier Melki, maire d'Yverdroite de Franconville. Vous êtes maire, vous faites partie de ces élus proximité, élus importants, et vous vous êtes fait entendre dernièrement avec des déclarations parfois un peu houleuses. Vous nous direz donc si le dialogue est possible sans tension, par exemple. Bonjour, bienvenue. Bonjour Frédéric Brindel. Et puis nous allons avoir plusieurs intervenants qui ne sont pas forcément en studio mais qui prennent un peu de temps pour nous éclairer. En liaison avec nous, Driss Etazaoui, vice-président de l'association Villes et Banlieues, vice-président à l'agglomération d'Évreux en charge de la prévention et de la politique de la ville. Vous êtes également président de l'association des élus de France. Bonjour monsieur Etazaoui. Bonjour et merci pour votre aimable invitation. Vous êtes les bienvenus. Alors, par quel bout commencer? Évidemment, c'est une large question. J'aimerais revenir sur ce dialogue avec la jeunesse. Peut-être vous, monsieur le maire, monsieur Melki, vous êtes le maire d'une ville de Franconville, alors qui n'a pas des quartiers particulièrement difficiles, mais vous êtes au cœur du dialogue social. Aujourd'hui, y a-t-il une vraie fracture? Est-ce que la jeunesse, par exemple, est prête à échanger, vous dialoguer avec cette jeunesse? Ah oui, alors j'ai effectivement pas de quartier difficile. Par contre, j'ai vécu une semaine difficile. Voilà. Comme beaucoup de villes de France. J'ai aucun problème à aller dans les quartiers. En fait, ce qui m'ennuie, c'est qu'on généralise beaucoup. Il y a 90-95% des gens à qui ça se passe très bien dans les quartiers. On a vraiment 5%. Et c'est ces 5 ou 10% là qu'il faut qu'on gère. Comment vous les définissez, ces 5%? Parce que vous, la force des maires aujourd'hui, c'est de connaître chacun de ses administrés. Quel est le profil de ces 5% qui, finalement, mettent le bazar? Ça, c'est le résultat. Je pense qu'il y a tout un parcours avant de désocialisation. On quitte l'école, on ne parle plus à ses parents, on se retrouve dans l'entre-soi d'une forme je sais pas, d'hystérie collective ou de colère, et puis on en revient à faire des exactions telles qu'on les a vues, qui sont complètement inexcusables. Vous parlez de l'effet d'entraînement. Rapprochez-vous bien du micro, s'il vous plaît. C'est l'effet d'entraînement. C'est l'effet d'entraînement. Et puis, alors, nous en parlerons, mais vous dites aussi une espèce de solitude de ces jeunes qui ne sont pas encadrés par la famille. Je ne sais pas si c'est une solitude de ces jeunes ou s'ils la créent, cette solitude. On a des jeunes qui sont complètement qui ont décroché de tout. On a des jeunes qui ont décroché de tout, et volontairement. Driss Etazaoui, vous faites ce même constat avec peut-être sur la dernière partie de ce que vient de dire monsieur Melki, c'est-à-dire volontairement ou pas. Est-ce que ce décrochage est volontaire? Est-ce que ce décrochage est subi? Alors tout d'abord, je voulais vous dire que j'abondais à 300% sur les propos du maire qui vient de s'exprimer, puisque le postulat de départ, le préalable, c'est de lutter contre l'essentialisation. Nous avons besoin dans notre société de faire preuve de discernement. Et tout n'est pas manichéen. On n'a pas d'un côté les gentils flics et de l'autre côté les méchants gamins. Nous avons 6 millions d'habitants sur ces territoires, 1214 quartiers prioritaires en France. Sur ces 1214 quartiers, vous avez 6 millions d'habitants. Entre l'hypermédiatisation de la réussite et l'hypermédiatisation de l'échec, eh bien, vous avez l'écrasante majorité qui n'aspire qu'à une chose, c'est à la tranquillité, à la normalité, à la banalité. Qu'on leur foute la paix, ces gens-là, et qu'on ne les stigmatise pas, et qu'on ne les renvoie pas vers les quartiers perdus ou les territoires perdus de la République. Puisque nous autres élus locaux, parce que nous sommes sur le terrain, parce que nous sommes ancrés dans la réalité, eh bien, nous avons bien conscience que ces territoires, que ces quartiers, eh bien, ce sont plutôt les territoires de solution et les territoires gagnants de la République. Pour
répondre à la question qui est la vôtre concernant cette infime minorité, cette poignée de voyous. Est-ce que c'est finalement subi? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une démarche finalement condamnable? Voilà. Naturellement, aujourd'hui, le bon sens, et nous sommes tous frappés du bon sens, c'est ce que nous avons en commun, c'est que les agissements, les exactions de cette poignée, de cette minorité délinquante est injustifiable, est inqualifiable, est inexcusable. Et donc oui, bien sûr, moi, comme les membres de l'association Ville et Banlieue, eh bien, nous condamnons naturellement l'ensemble des violences urbaines qui ont secoué l'ensemble de nos territoires. Une fois qu'on a dit ça... Oui, c'est ça, c'est-à-dire la question, est-ce que, quelque part, nous sommes redevables de cette situation, nous qui sommes chargés d'encadrer? Quand je dis nous, c'est au sens large, c'est-à-dire les parents, j'en suis, mais aussi vous, les élus. Est-ce que on parlait tout à l'heure avec une représentante d'une association scolaire qui disait que les professeurs n'avaient plus les moyens de faire correctement leur métier? Est-ce que c'est cet encadrement qui va suggérer cette réaction condamnable, on vient de le dire, mais qui est à cette origine? Vous savez, il faut avoir l'humilité de dire que la responsabilité n'est pas seulement celle des parents, n'est pas seulement celle de l'éducation, n'est pas seulement celle de l'instruction. Cette responsabilité, elle est collective. Quand on arrive à l'état de situation, à l'état d'exaspération, avec tous les dégâts que l'on sait, les dégâts matériels comme les dégâts invisibles dans l'esprit de nos concitoyens et dans l'opinion publique, quand on arrive à cet état de fait, naturellement, la responsabilité ne peut pas être celle d'un seul, mais bien une responsabilité partagée. Aujourd'hui, quand on observe l'ensemble des événements, de l'événement du petit Naël, la perte de la vie d'un jeune garçon, 17 ans, pour un refus d'obtempérer, avec les conséquences qu'on a vues derrière, avec des gamins de 15, 16, 17 ans, 18 ans, dehors à 1h du matin, à 2h du matin, naturellement on s'interroge sur la responsabilité, sur l'autorité parentale, mais on peut aussi s'interroger sur la responsabilité des élus locaux, à travers un certain nombre de leviers que nous avons, l'État aussi, à travers la sécurité. Enfin, moi je pense que notre logiciel, le paradigme concernant nos quartiers doit être revu. Bon. Et l'un des sujets qu'on aborde très peu, si vous le permettez, j'essaie de pas trop prendre la parole. On va vous la redonner de toute façon, hein, Driss Tazaoui. Je reviens vers vous. Que ce soit vous qui êtes président de l'Association des élus de France, ou vous, Xavier Melki, maire de Franconville, vous venez de faire un constat. Paul Melun, vous êtes essayiste, éditorialiste, vous êtes un observateur privilégié. Est-ce que ce dialogue entre les élus locaux et cette population est déjà le point de départ d'une réflexion, d'une implication, on va dire, civique, déjà? Alors, ça déjà c'est un sujet, vous avez raison, c'est pas le seul sujet, mais c'est un des sujets. En tout cas, je suis d'accord avec ce qui venait d'être dit sur le changement de paradigme. De fait, si on fait un peu la généalogie des quartiers, comme on dit aujourd'hui, quartiers populaires, banlieues, il y a plusieurs termes cités. Quand on fait cette généalogie-là, on observe d'abord on doit faire une analyse urbanistique. On doit comprendre comment on a fait la ville. Et effectivement, comment est-ce qu'on a fait la ville, notamment avec, au début, l'idée selon laquelle on vivrait mieux dans des grandes barres d'immeubles, dans lesquelles il y aurait un certain nombre de services, de proximité, etc. etc. Ça, de plus en plus de barres ont été détruites et il y a des reconstructions. D'où l'idée de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, qui, progressivement, effectivement, vous le rappeliez fort justement, détruit un certain nombre de barres d'immeubles pour des plus petits ensembles. Donc là, je pense que le premier débat, quand on en fait la généalogie, il est architectural, il est urbanistique, il est dans ce qui s'est apparenté, en tout cas, à une forme, moi c'est la critique que je fais de ces plans urbanistiques, de ghettoisation. C'est-à-dire que nous avons mis au pourtour d'un certain nombre de grandes métropoles et de villes moyennes, des quartiers dans lesquels nous avons concentré beaucoup de populations, beaucoup d'entre elles sont issues de l'immigration et avec un certain nombre effectivement aussi de problématiques sociales et économiques. Par conséquent, lorsque l'on fait le pas de côté et qu'on regarde cette situation-là et cette évolution, on se dit mais comment diable tout cela aurait-il pu bien se terminer quand on parle de mixité, je crois que Pape Ndiaye en parlait récemment, c'est une rare fois où j'étais d'accord avec Pape Ndiaye. Évidemment que la mixité est importante. Je crois que le président de la République, c'était Daniel Cohn-Bendit, je crois qu'il lui a soufflé l'idée de la déghettoisation sur le modèle de ce qui se fait au Danemark, sur le modèle de ce que fait M. Ménard dans sa ville. Donc je pense que la déghettoisation
la mixité sociale, la refonte urbanistique, c'est une partie de la solution. Donc je ne dis pas la seule, mais c'est une partie de la privilégier solution. le dialogue justement avec les élus, parce que là on est sur la question des maires, du dialogue avec les jeunes. Donc aujourd'hui les conditions sont requises, mais quand vous parlez des banlieues, et vous, Monsieur Melki, vous le rappeliez, vous n'avez pas forcément beaucoup de grandes barres d'immeubles à Franconville, mais vous avez souffert. Donc problématique, dialogue, on doit marquer une respiration, vous avez chacun évoqué vos points de vue, nous allons rentrer dans le détail maintenant. À tout de suite, les auditeurs de Sud Radio interviennent au 0826 300 300. Comment dialoguer ? Est-ce possible? Est-ce que nous sommes sur des bases qui nous permettent de faire avancer la vie du quotidien de ces gens qui vivent dans les quartiers difficiles? Nous répondons à cette question. À tout de suite. Frédéric Brindel. Comment réinstaurer le dialogue dans les quartiers difficiles? Nous en parlons avec des élus locaux, avec des observateurs privilégiés. Plusieurs intervenants vont se relayer sur l'antenne de Sud Radio. C'est ce grand débat auquel vous participez, vous les auditeurs, au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous proposez? Pour nous éclairer, Paul Melun, essayiste et éditorialiste, auteur de Libérer la gauche. Nous allons parler de la question politique tout de suite. Xavier Melki, maire d'hiver droite de Franconville, dans le Val d'Oise, et puis Driss Etazaoui, vice-président de l'association Villes et Banlieues. Vous avez plusieurs mandats, vous êtes président de plusieurs entités. Nous y reviendrons avec vous, Driss Etazaoui. Je voudrais parler avec vous, Xavier Melki, de cette situation concrète que vous avez vécue. Quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit j'ai pas dormi depuis une semaine. Il y a eu de la casse à Franconville. Vous avez rencontré des jeunes, vous leur avez dit j'en peux plus, ils vous ont dit nous non plus. C'est ça. Mais c'était pas les jeunes qui étaient dans la rue. On a eu effectivement des jours qui étaient épouvantables. J'ai eu des jets de cocktails Molotov sur mon hôtel de ville. C'est un habitant. On l'avait pas vu, c'est un habitant qui a éteint ça tout seul, comme un grand. Ah ouais. Donc sinon on n'avait plus de mairie. Non, ça a été d'une violence incroyable. C'était insupportable à regarder. En plus, j'étais au centre de supervision avec les 15 villes, avec toutes les caméras. C'était terrible. Une caméra a été détruite, notamment. Une caméra a été détruite. Il y a justement une anecdote que vous nous racontez. Vous avez parlé avec un père d'un enfant qui a été vu sur une caméra. C'est-à-dire que comme on connaît un peu nos jeunes, quand j'en repérais aux caméras, j'appelais les parents. Et je lui disais, mais il est où ton gamin? Il est dans le parc en train de jouer. Non, il n'est pas dans le parc en train de jouer. Là, il est en train de se mettre avec des émeutiers. Il faut aller le chercher. Et quelle est la réaction des parents à ce moment-là? Ils appellent leur gamin et puis ils le récupèrent à un autre endroit. Ouais. En étant vindicatif, je ne sais pas comment ils parlent à leurs enfants, mais en tout cas, ils sont suffisamment convaincants pour que l'enfant reparte. Ouais. Et pour revenir à ma première question, des jeunes vous ont dit, nous aussi, monsieur le maire? J'ai croisé quelques jeunes. Alors, une fois que tout était terminé, je crois que c'était... je perds un peu la notion du temps en ce moment, mais c'était il y a 2-3 jours. Et puis, on a discuté tous ensemble. J'étais seul avec eux, et puis on a dit qu'on a partagé le constat que c'était insupportable. Ouais. Donc, on a cette grande partie de la jeunesse qui n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Et pour l'autre partie de la jeunesse, il y a deux options, le redressement et la justice. Bon, ça c'est très important, Driss Etazaoui, ce qu'on vient d'évoquer avec Xavier Melki, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue direct qui s'opère entre les représentants de l'autorité et les gens qui habitent dans ces quartiers difficiles. Vous dites, vous, Driss Etazaoui, qu'il faut redonner du pouvoir, de l'importance aux élus locaux, parce que ce sont eux qui vont peut-être réinstaurer le dialogue, reciviliser, si on veut reprendre les termes du président Emmanuel Macron. Vous savez, dans toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui, les élus locaux sont le personnel politique le plus apprécié de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que nous sommes en prise avec les territoires, nous sommes ancrés dans nos villes et dans nos quartiers, et que parce que nous sommes à portée de baffe, nos concitoyens nous apprécient. Ils ne connaissent que très peu le préfet, ils ne connaissent encore moins le directeur départemental de la sécurité publique ou le procureur. Par contre, tout le monde connaît le maire, et donc tout le monde est en capacité de parler, d'interpeller le maire et de discuter avec lui. Ils l'apprécient, mais ils peuvent aussi être violents. On a eu certains cas, évidemment, aussi. On a eu le cas de la Haie les Roses. C'est effectivement tout le paradoxe. Les maires, en même temps qu'ils sont les premiers de cordée pour leur ville, sont aussi les premiers de trancher dès qu'il y a une difficulté. Ils sont responsables de tout, le plus souvent, et aussi innocents de rien, la majeure partie du temps. Et c'est la raison pour laquelle il faut soutenir les élus locaux. Parce que, finalement,
le dernier rempart, le dernier barrage pour continuer à faire vivre la République sur nos territoires et sur les 35 000 communes du territoire national, eh bien, ce sont les élus locaux. 1200, 1300 élus ont démissionné depuis 2020. Les violences ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022, avec une augmentation significative également lors du premier semestre 2023. Comment est-ce qu'on continue à soutenir et accompagner les élus locaux? Parce que sans les élus locaux, eh bien, la République ne peut pas continuer à vivre et à bien vivre dans ces territoires. Et quand on parle d'élus locaux, on parle évidemment du maire, mais pas que. C'est-à-dire, par exemple, les conseillers départementaux, on peut même aller jusqu'aux députés. Non, c'est une autre catégorie, les députés. Quand je parle des élus locaux, je parle du maire, de ses adjoints, mais également aussi des conseillers départementaux, parce que eux aussi sont plutôt ancrés sur leurs cantons respectifs et donc sont aussi disponibles et en proximité. Voilà, les députés, on est dans une autre sphère. Alors, l'éclairage de Paul Melun... Disons qu'on les croise pas beaucoup sur le terrain. Voilà, c'est ce que vous voulez dire de manière diplomate. En même temps, ils ont beaucoup de travail, et notamment à l'Assemblée nationale. Paul Melun, quand vous écrivez « Libérer la gauche », ces élus locaux, justement, avaient des rôles très importants dans ce qu'on appelait les cités populaires. Il y avait des élus communistes, des élus socialistes. Aujourd'hui, il y a les élus LFI. Hier, nous recevions Paul Vanier, qui est député du Val d'Oise. Est-ce que le dialogue s'opère de la même manière avec aujourd'hui les élus de gauche qui semblent être, pour certains, totalement différents sur l'approche de la problématique? Si vous voulez, moi, pour le coup, on parlait tout à l'heure de ne pas faire d'amalgame. Je ne fais pas d'amalgame entre un maire qui connaît bien ses concitoyens, qui travaille au quotidien, qui est ancré dans sa ville, qui fait beaucoup de travail, qui tente de dialoguer effectivement avec toutes les composantes, parce que c'est extrêmement riche une ville. Et c'est pas que des jeunes des cités, c'est plein de choses. Donc effectivement, ce travail-là, je le salue et je l'applaudis des deux mains, si je puis dire. En revanche, pour ce qui est des élus issus des rangs de la France Insoumise, beaucoup d'entre eux sont surtout des députés et ont été élus à la faveur de la dernière élection présidentielle. Je crois qu'ils ont été élus sur de mauvaises bases. Je crois qu'ils font une erreur manifeste de constat. Cette erreur, elle est très grave. Eux commettent un amalgame entre eux, effectivement, des bandes de voyous, de petits délinquants avec lesquels, à mon avis, il faut une égale sévérité pour les mettre hors d'état de nuire. Et effectivement, ça a été rappelé ici, la majorité des habitants de ces quartiers qui, eux, aspirent à la tranquillité publique, à pouvoir faire leur travail, faire leur commission, sortir leur voiture sans qu'elle ait brûlé, etc., comme tout citoyen français. Par conséquent, en faisant cet amalgame entre des voyous et les honnêtes gens, la France Insoumise commet, si vous voulez, un acte irréparable de stigmatisation en croyant lutter contre la stigmatisation des quartiers populaires. Et derrière, les solutions qui sont proposées paraissent souvent complètement hors sol. Ils utilisent et plaquent leur réalité, disons, issue de la gauche nord-américaine, souvent un peu woke, sur les questions, le fameux wokisme. Ils viennent imposer et calquer, si vous voulez, ces réalités-là qui ne sont pas celles des quartiers populaires le plus souvent, en parlant de racisme systémique. Et d'ailleurs, vous preniez par exemple la famille de Naël, lorsqu'ils ont réagi, ils ont dit qu'ils en voulaient à ce policier, auteur de cette bavure, si cette bavure est confirmée par la justice. C'était ce policier-là qui était en cause. C'est pas la police qui est systématiquement raciste. Qu'une certaine gauche s'éloigne de son électorat de base et que de ce fait, certains citoyens ne croient plus en la politique. Mais en tout cas, si vous voulez, je pense que si la politique de gauche dans les quartiers, c'est le clientélisme et flatter les bas instincts de la délinquance, effectivement, cette gauche-là, elle va avoir du mal, si vous voulez, à continuer à exister politiquement avec sérieux. Je pense que le désaveu pour les députés de la France Insoumise va être énorme. Je pense que dans les prochaines élections, et d'ailleurs tous les sondages d'opinion le montrent à l'issue des émeutes, ils décrochent totalement. Donc si vous voulez d'ailleurs dérouler un tapis rouge à Madame Le Pen et à la droite nationale, ils s'y prendraient pas autrement. Parce que si vous voulez, quand effectivement vous appelez des émeutiers, des révoltés, que vous utilisez le lyrisme de 1871, de 1848, de la Révolution française, vous vous trompez complètement d'analyse et de constat. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui, je faudrait vérifier avec monsieur le maire, mais qui ne vivent pas dans les quartiers dont ils sont les représentants, qui ne les connaissent absolument pas, qui habitent dans le centre de ville de Paris, dans l'Est, souvent, dans des quartiers plutôt bobos, et qui s'en viennent donner des leçons à des gens qui, eux, vivent dans ces quartiers tout le temps. Bon, je reviens vers vous, Driss et Tazaoui, avant de vous libérer, et merci encore une fois de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Il y a, de toute évidence, un renoncement à l'engagement à la vie politique. Ça part aussi peut-être de là, le retour au dialogue dans les quartiers difficiles. Vous avez bien conscience de cette fracture, et cette fracture, ça passe par une démarche politique peut-être plus compréhensive des problématiques? Alors, juste
sur l'échange que vous venez d'avoir concernant les responsabilités, en particulier à gauche et à l'extrême gauche, on pourrait très bien dire qu'à droite, on a également le même sujet, mais de manière inversement proportionnelle, avec une caricature de chaque côté. Et je pense que probablement les éléments de vérité sont plutôt au centre. Et c'est un centriste qui vous le dit. Mais je crois qu'il est important. Évidemment, vous prêchez pour votre paroisse, on le comprendra. Je crois que c'est important de raison garder et de ne pas tomber dans les caricatures. À gauche, la révolte sociale, et à droite, la responsabilité exclusive des parents, avec des hordes de voyous, et puis sur fond d'immigration, et je ne sais quoi. Mais toujours est-il que ces partis dits populaires doivent aussi reconquérir leur électorat pour les emmener dans la réflexion citoyenne. Au moins qu'il y ait un vote, au moins qu'il y ait une conscience qu'ils participent à une vie en collectivité. Le sujet est suffisamment important, normalement, pour dépasser l'ensemble des clivages. On a là un sujet de concorde et de cohésion nationale. Il s'agit du pacte républicain. Ce qui doit nous interroger aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que des gamins sur ces quartiers-là, ce sont davantage les enfants du quartier plutôt que les enfants de la République. Ce qui doit nous interroger, c'est comment on fait maison commune, comment on fait nation, comment est-ce qu'on crée une communauté de destin avec des gamins, finalement, qui ne se sentent plus appartenir à la nation, mais ont le sentiment d'être au banc de la société. C'est aussi ça qu'il faut reconquérir. Vous voyez, c'est pas qu'une question d'éducation, c'est pas qu'une question d'emploi, c'est pas qu'une question de diversification du peuplement. C'est naturellement toutes ces politiques publiques-là, mais c'est aussi des questions d'identité et des questions de citoyenneté qu'il va nous falloir. C'est une question d'identité. Oui. Bon, alors très important. Bon, vous l'avez entendu, Driss Etazaoui, ça réagit dans le studio de Sud Radio. Paul Melun est avec nous, Xavier Melki, le maire de Franconville aussi. Nous allons y revenir, mais je vous remercie, Driss Etazaoui. Nous vous libérons. Je le rappelle, vous êtes président de l'Association des élus de France, entre autres. Merci de votre éclairage. Nous restons donc sur ce débat. Les auditeurs de Sud Radio commencent à intervenir parce qu'ils vous ont écouté, ils ont des questions. Notamment, est-ce le rôle des élus locaux de relancer le dialogue? Est-ce qu'il faut être peut-être plus offensif sur la notion d'ordre, sur l'éducation? Donnez-nous votre point de vue. Nous revenons dans un instant et nous aurons aussi Abdoulaye Kanté, policier, et qui nous donnera évidemment son avis, parce que dans le dialogue il y a aussi une part. Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Est-ce possible de renouer le dialogue dans les quartiers populaires? Je ne dis pas banlieue forcément, parce qu'on parle de quartiers populaires, puisque nous l'avons vu, les émeutes ne se sont pas concentrées uniquement sur les grands ensembles, mais il y a aussi des petites villes de province. Pour parler de ce possible dialogue, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, mais aussi nos invités, Paul Melun, essayiste, éditorialiste, auteur de Libérer la gauche, Xavier Melki, qui est maire d'hiver droite de Franconville, une ville du Val d'Oise, et nous recevons maintenant Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier, enfant de la République. Bonjour Abdoulaye Kanté. Oui, bonjour à tous. Merci de nous retrouver. Alors, vous avez écouté précédemment, juste avant la respiration, les propos de Driss Etazaoui, qui est le président de l'Association des élus de France. Peut-être, Xavier Melki, revenir sur la question de la justice, de l'ordre, et nous allons en parler avec Abdoulaye Kanté. Aujourd'hui, est-ce que nous avons les moyens de mettre des règles et de faire, finalement, de légitimer le travail des policiers et de la justice dans ces quartiers difficiles? Oui, on a les moyens de faire. Et les premières peines qui tombent montrent que quand on veut, on peut. Je reste persuadé que c'est en ramenant l'ordre, un cadre, une justice forte et ferme dans l'ensemble du territoire français, il n'y a pas que les quartiers, dans l'ensemble du territoire, qu'on aura les prémices d'une république qu'on pourra reconstruire. Parce que sans ordre et sans justice, rien n'est possible. C'est-à-dire que le dialogue, il y a deux manières de le mettre en place. Il y a une vraie empathie et une vraie mise à niveau égal des interlocuteurs. Et puis, il y a avant la solution de rappeler les prérogatives de chacun pour que le dialogue soit bien clair. Vous choisissez plutôt cette deuxième option. Oui. Alors que certains élus de gauche disent non, il faut redonner confiance, il faut réinstaller une proximité. Je me tourne vers Abdoulaye Kanté. Beaucoup de politiques ces derniers jours, Abdoulaye Kanté, ont mis en avant les bienfaits de cette police de proximité qu'a voulu écarter Nicolas Sarkozy. Vous pensez que ce soit possible, avec une police de proximité, de réinstaller le dialogue ?
Alors pour tout vous dire, moi je suis un enfant de la police de proximité parce que justement je l'ai connu à ses débuts et je l'ai connu à la fin. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine plus-value de ce dispositif qui permettait à la fois de pouvoir être proche de la population et aussi proche aussi de ces jeunes, parce que même ceux qui tombaient dans la délinquance, on les connaissait. C'est-à-dire que aussi c'était une manne d'informations. C'est-à-dire que quand vous étiez ce qu'on appelait les îlotiers, vous vous baladiez à pied de manière pédestre dans certains quartiers, donc vous prenez attache avec des commerçants, des gardiens et même aux abords de stade et tout, vous arrivez à avoir tous ces jeunes qui certains que vous connaissiez, et ça pouvait aussi être des renseignements que vous pouvez remonter au plus haut. Oui, finalement, ce sont les prémices d'une enquête, d'une certaine manière. On met les bases. Voilà. Exactement, c'est qu'on est sur place et qu'on arrivait déjà à être ce gros travail de physionomie. Et vous, si vous voulez, quand vous êtes sur le terrain, vous vous appropriez ce terrain. Non seulement vous avez votre présence visuelle qui permet de rassurer la population, et de deux, c'est-à-dire que vous avez aussi une connaissance du terrain, c'est-à-dire une connaissance de certaines nouvelles, parce qu'il pouvait être aussi, si on était assujetti des fois à des guet-apens, des trucs comme ça. Donc il y avait ces choses qui étaient très importantes. Mais par contre, juste, je vais revenir sur un point qui paraissait très important, parce que vous savez, la police est un peu je vais être un peu vulgaire, le cul entre deux chaises. Effectivement, il faut la répression, parce que, et je trouve que nous, c'est tout ce qu'on demande, c'est que la justice fasse son travail. Et c'est là ce qu'on voit avec les peines qui sont en train de tomber. Ce que disait Xavier Melki. Voilà. C'est ce qu'on attend depuis des années. C'est-à-dire que depuis des années, on attend que la justice prenne ses responsabilités face à des actes de délinquance. Mais pour autant, je pense que la police aussi a tout à gagner à pouvoir expliquer ses actions pour être mieux compris. Parce que si vous ne travaillez pas en amont pour expliquer de manière éducative à ces gamins qui refuser de s'arrêter quand la police vous le demande, ou essayer de tirer du mortier, etc., que c'est interdit et que vous pouvez être puni, je pense que là déjà il y a un gros travail à faire dessus. Et quand certains disent que éventuellement avec le retour d'une police de proximité, le dialogue ne serait de toute façon pas possible parce qu'il y a quelque chose de fracturé à vie, vous êtes un optimiste, ou vous faites le constat que ça sera effectivement très difficile le retour au dialogue ? Alors, je pense qu'il faut faire très attention, parce que nous sommes dans une phase où il y a de l'émotion. Il y a eu le décès du jeune Naël qui est arrivé. On a eu aussi l'événement avec Michel Zecler. Donc, si vous voulez, mais pour autant, la confiance. Ce producteur dont les caméras ont révélé les agressions des policiers sur ce producteur. Voilà. Exactement. Donc, si vous voulez, donc en fait, il y a, mais pour autant, le taux de confiance de la population envers sa police est toujours au-delà des 60%. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment significatif, c'est que effectivement, la population s'inquiète du mauvais comportement de certains policiers. Et je pense qu'on a évidemment tout à gagner à expliquer que effectivement la grande majorité des policiers font excellemment bien leur travail, mais cette minorité aussi, si elle déroge aux règles déontologiques, elles doivent être sanctionnées, on doit faire preuve de transparence. Et je pense que à partir de là, la confiance viendra. Et là, ça peut. Mais il faut des signes forts. Je reviens vers vous, Abdoulaye Kanté, mais Paul Melun va certainement nous éclairer, parce que notamment les élus LFI s'en sont vertement pris à la police. Hier, Paul Vanier, qui était notre invité ici sur Sud Radio, disait la première des démarches à mettre en place, c'était réformer l'IGPN. Aujourd'hui, est-ce que vous dites, on vient d'avoir le constat, dialogue possible avec la police, dialogue possible avec les élus, est-ce qu'on y croit ? Moi, je pense que, bien sûr, si on ne croit plus au dialogue, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la guerre. Donc, de toute façon, bien sûr qu'il faut du dialogue. Et j'étais parfaitement d'accord avec les constats que posait Monsieur Kanté. Et je pense effectivement, moi aussi, que la police de proximité, alors aujourd'hui, la police municipale joue effectivement aussi un peu ce rôle-là, mais est un bon atout. En revanche, je pense que pour que les missions de la police de proximité de jadis puissent se faire de façon apaisée dans les quartiers, il faut d'abord rétablir l'ordre, notamment pour un certain nombre de zones. Et on l'a vu avec des trafics de drogue, on l'a vu avec le film Bac Nord, on l'a vu dans un certain nombre de cités, de quartiers de France où les policiers ne peuvent que difficilement pénétrer, les pompiers ne peuvent que difficilement pénétrer, les médecins. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, à ceux qui à la France Insoumise nous disent que les violences contre les policiers sont en réponse à leur racisme systémique ou autre sottise, non, puisqu'il y a aussi des violences contre des médecins et des pompiers. En conséquence, je ne crois pas que les médecins et les pompiers soient racistes aussi, ou alors il va falloir me faire la démonstration. Donc effectivement, pour que la police de proximité puisse rejouer ce rôle de lien social, il faut d'abord rétablir l'ordre. Moi, j'avais écrit un précédent livre dans lequel je proposais aussi l'intervention de la gendarmerie, qui est une force intermédiaire entre l'armée et la police, dans un certain nombre de quartiers. Nous avons vu lors des émeutes, alors BRI, GIGN, en fait, il y a tout un tas de forces de police. C'est comme ça qu'on a réussi à sauver aussi les équilibres régaliens. Ouais. Quand même, par rapport à cette question, est-ce que vous soulevez, est-ce que finalement le point de départ, c'est déjà pas, et tout le monde le disait depuis des semaines,
s'en prendre à cette question du trafic de drogue? Est-ce que la base n'est pas là? Est-ce que sans l'intervention sur ce phénomène, rien n'est possible? Ah bah effectivement, le trafic de drogue est une partie du problème. Et je m'étonne d'ailleurs de peu entendre mes camarades de gauche sur ce sujet-là, puisqu'il n'y a rien de plus ultra-libéral et de plus capitalistique, mais sans les règles du marché, disons, que le trafic de drogue. Il y a la privatisation de l'espace par un certain nombre de trafiquants. Peut-être d'ailleurs que ces trafiquants ont eu un rôle, d'après ce que disent un certain nombre de renseignements plutôt bien informés, ont eu un rôle dans la détente des émeutes. Par conséquent, il faut commencer à s'attaquer à ceux qui tiennent les voyous, à ceux qui tiennent la drogue, à ceux qui tiennent l'autorité, le monopole de la violence légitime de Max Weber, mais qui le tient dans les banlieues? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le maire et les élus, ou est-ce que c'est des chefs voyous et autres trafiquants de drogue? Moi je pense malheureusement plutôt que c'est la deuxième catégorie. Donc c'est pour ça que là il faut frapper un grand coup, parce que si après on veut redonner, et notre débat était intéressant, de l'espoir sur l'éducation, de l'espoir pour l'ascenseur social, de l'espoir sur toutes sortes de sujets qui vont emmener les habitants de ces quartiers-là, disons, à une intégration au corps social français, il faut d'abord de l'ordre. On ne peut pas reconstruire dans le désordre, c'est pas possible. Ça part de là, Abdoulaye Kanté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réglé ce problème de trafic de drogue, enfin régler le problème qui y arrivera, mais en tout cas où on a la main sur ceux qui font le trafic, déjà le travail du policier sera simplifié quoi? À 50%, 60%, non? Je pense que le problème, c'est qu'on a toujours cette tendance à vouloir essayer de mettre tous les mots de la société, les mots AUX, la société sur la police, et la police ne pourra pas tout régler. Elle pourra essayer de régler une partie du souci. On voit évidemment que la nouvelle politique est de pilonner ces points de deal qui, justement, sont en train de gangréner, de rendre la vie difficile à ces personnes qui vivent dans ces quartiers et qui sont en demande de la présence policière. Donc je pense que c'est un travail collectif qui doit être fait au-delà de la répression, avec aussi les élus locaux, les associations de quartier et aussi les citoyens. C'est-à-dire que effectivement, qu'ils puissent aussi apporter leur pierre à l'édifice contre la lutte de ces trafics de stupes qui gangrènent ces quartiers-là. Et parce que ça, c'est un enjeu. Oui, quand on a beaucoup d'argent, qu'on brille en société et qu'on va acheter de la drogue, ben on est désolé, mais on contribue à faire effondrer la société. Responsabilité du consommateur. Oui, responsabilité du consommateur. Xavier Melki, maire de Franconville. Vous avez sous votre direction une police de proximité par nature qu'on appelle la police municipale. Quel rôle peut-elle jouer? Parce qu'on a l'impression que ce sont des gens gentils, on les croise, alors ils font les carrefours à la sortie de l'école, mais bon, les pauvres, ils sont pas armés. Si le bandit veut leur faire mal, il lui... Alors, moi, j'ai une police municipale qui est une police. Et elle est armée, et elle a d'ailleurs tenu 80-90 assaillants. À 15, ils les ont tenus pour pas qu'ils aillent dans le centre-ville. Donc ils se sont pris pendant 2 heures, 2 heures un quart, le temps que les forces de police nationale puissent rejoindre, parce qu'il y en a, ça pétait tellement partout que nos pauvres collègues de la nationale avaient vraiment du mal à venir. Mais j'ai une police municipale qui est professionnalisée au sens police. Alors en plus de concrètement, c'est-à-dire armés, c'est ça? Armés, des armes létales, et tout ce que le droit permet à la police municipale d'avoir, nous l'avons. Ça a été fait à votre demande, c'est ça? On est une ville de 40 000 habitants, ils sont 40, donc on est globalement bien doté. Ça va de pair avec le rôle de police de proximité qu'elle occupe, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des agents qui sont là depuis suffisamment longtemps pour connaître, comme le disait Abdoulaye Kanté, connaître les gens à droite, à gauche dans la ville, connaître les commerçants, savoir que lui, je l'ai vu la semaine dernière et que je connais son père et que je pourrais lui dire... Oui, c'est ça, on y est. On est en plein dedans. Mais je voudrais quand même attirer l'attention de chacun. Tout ce qui est prévention, on a des clubs de prévention qui sont financés par les conseils départementaux. On avait dans les villes aussi des travailleurs sociaux, on avait plein de choses comme ça. En 2014, on a perdu 10 milliards de dotations. 10 milliards. Les collectivités ont perdu 10 milliards. Et l'argent n'est pas magique, nos budgets doivent être équilibrés, donc forcément, il y a eu des services qui ont été moins rendus. Et ces jeunes de 15-16 ans aujourd'hui, en 2014, ils avaient 8 ou 9 ans de moins, forcément. Et on s'en est moins occupé que leurs aînés. Point également très important. Vous restez avec nous tous les trois, Paul Melun, Xavier Melki et Abdoulaye Kanté. 0826 300 300. Les auditeurs ont des questions. Ils vont les poser. Ils vont faire aussi certains constats. Vraiment, vous restez avec nous. On revient. C'est l'histoire d'une petite respiration. La question qu'on se pose tous, est-ce que le dialogue est vraiment possible dans les quartiers difficiles? Très honnêtement, de ce qu'on entend depuis le... Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel.
C'est un moment intéressant sur Sud Radio parce qu'avec nos interlocuteurs, nous nous apercevons qu'il y a des solutions pour renouer le dialogue dans les quartiers difficiles. Paul Melun, essayiste et éditorialiste, est avec nous. Xavier Melki, maire d'Yverdroite de Franconville. Et puis Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policiers enfants de la République. Tout à l'heure, Driss Etazaoui, le président de l'Association des élus de France, était avec nous. 0826 300 300. Guy de Toulouse. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Alors, oui. Vous avez écouté tout cela. Vous y croyez au dialogue ou pas? Et en tout cas, si vous y croyez, ça passe par quoi? Alors, moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes que j'accompagne dans le cadre bénévole. Et ce que j'ai en retour de la part de gens qui me disent, mais ouais, c'est une question de choc de culture. Ah, c'est-à-dire qu'ils disent, si c'était chez nous, eh bien, ils ne feraient pas les petits caïds comme ils le font. Et je crois qu'il y a une question dans le dialogue. Je crois qu'il faudrait peut-être prendre en compte que nous, on a une autre manière d'aborder le dialogue. Et c'est ça qui fait que, en plus, ces jeunes qui se font attraper et qui sont interpellés par la police, lorsqu'ils reviennent dans les quartiers, ils roulent les mécaniques en disant « Ah, ils ont presque un grade ». Alors tout ça, ça ne vient pas arranger un petit peu cette situation. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Bon, Guy, très important. Non, mais très important ce que vous dites. Et puis, à titre personnel, je vous remercie parce que vous nous lancez la dernière partie sur laquelle je voulais revenir, qui serait le thème intégration. Évidemment, nous avions chez les émeutiers 90% de jeunes qui étaient français, qui avaient la nationalité française. Mais la question est notamment à droite, et je vais me retourner vers vous, Xavier Melki, maire d'Yverdroite de Franconville. Il a été rappelé qu'il y avait un problème d'intégration, que c'était des jeunes qui se sentaient issus de l'immigration et qui ne se sentaient pas finalement toujours français. Concrètement, vous avez aujourd'hui des gens dans vos quartiers qui ne se sentent pas français? Je pense, oui, bien sûr, je pense, et la solution passera par l'école. C'est l'école qu'il faut renforcer. L'école, l'apprentissage, le respect de l'enseignant. Quand les parents ne viennent même plus aux réunions qu'organisent les enseignants, ça passera par là. Là, on a la rentrée scolaire qui arrive, on n'aura pas un enseignant devant chaque classe. Ces gamins vont devenir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont apprendre? C'est les profs et les médecins de demain. Il y a la fameuse question aussi de la maîtrise de la langue. Nous en parlions avec des professeurs, des enseignants. Si dans la famille, ça ne parle pas français, ça sera difficile. Donc ça veut dire aussi accompagner les parents. Vous avez ce dialogue concrètement, récurrent et quotidiennement. Vous, Xavier Melki, maire de Franconville. Il y a des dispositifs qui existent d'apprentissage de la langue française aux familles, aux enfants, ce qu'on appelle allophones dans les écoles. Bon, les résultats sont pas extraordinaires, mais c'est sûr, quand le gamin il parle français que de 8h30 à 16h30, l'intégration est extrêmement compliquée. Mais l'intégration, elle est évidemment par la langue d'abord, mais elle est aussi par l'apprentissage des valeurs. Elle est aussi par l'apprentissage du respect. Elle est aussi par l'apprentissage du respect de l'enseignant, du respect de la police, du respect du médecin, des pompiers, on en parlait tout à l'heure. Et quand il n'y a pas ce cadre-là d'éducation, plus que d'enseignement, c'est compliqué. C'est pour ça que moi je suis inquiet de la rentrée scolaire qui arrive là. Et pour bien comprendre ce que vous dites, je vous invite tous les auditeurs de Sud Radio à lire Policiers enfants de la République. L'auteur est Abdoulaye Kanté, il est policier, il est avec nous. Abdoulaye Kanté, je rappelle que vous êtes originaire bien sûr d'Afrique. Vous, l'intégration, vous savez ce que c'est, les valeurs françaises, c'est ce que vous mettez en avant dans votre livre. On ne parle pas finalement de questions d'origine, de pays, on parle simplement de volonté de faire partie de la République. Je pense que c'est tout un ensemble, parce que vous savez, on essaye de tout vouloir racialiser dans notre société, et je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on fasse croire que une couleur de peau, une origine, ça peut être une fonction. Moi, je pense que si on me prend tel quel, on me prend par rapport à mes compétences. C'est ça, en fait, je pense qu'il faut mettre en avant. Si vous arrivez parce que, un tel est d'origine un tel, je pense que ça minimise en fait les compétences de l'individu. Et je pense que ça soit policier, moi quand je vais dans les quartiers, je dis souvent, je voudrais aussi, j'en profite pour saluer M. Melki, le maire de Franconville, et aussi saluer sa police municipale qui fait un excellent travail de proximité. Et je connais ses effectifs et je pense que oui, ce sont des exemples à suivre, notamment pour essayer. Et c'est une police aussi diverse. Voilà, donc ça rejoint un peu le sujet, c'est que cette diversité a cette utilité. Mais pour autant, je pense que quand on essaie de mettre en avant toujours les origines des uns et des autres, non, la compétence, les connaissances et aussi le talent. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je vous rappelle encore
encore une fois que ces quartiers populaires qui effectivement sont dans une extrême précarité dans certains endroits regorgent de pépites. Mais à partir du moment qu'il faut qu'on leur tende la main et qu'on leur dise cassez ce plafond de verre, vous pouvez y arriver. En fait, la question, elle est aussi sur la sémantique politique. Et Paul Melun, vous allez nous éclairer. Si les politiques arrêtaient de s'invectiver sur est-ce que je suis raciste ou est-ce que je suis pas raciste, mais est-ce que comment on fait pour intégrer les gens qui se sentent en marge de la société, de la République française, est-ce que là, finalement, on n'a pas gagné? C'est un déficit des politiques sur cette question du racisme, là. En l'occurrence, il y a une multitude de choix. Notre antenne, c'est trop court, notre émission, pour évoquer tous les mauvais choix politiques qui ont été faits ces dernières décennies. Il faut vous partir en édition spéciale si on veut faire l'inventaire à l'après-vert de toutes les bêtises qui ont été faites par nos dirigeants successifs en matière d'intégration, en matière d'amour de la France, en matière d'amour de la République. L'amour de la France, c'est quand même un sujet qui a été longtemps tabou. Oui. Par conséquent, effectivement, le rôle de la République, c'est de ne pas assigner une origine ethnique ou religieuse à ses concitoyens et à considérer qu'il n'y a que des citoyens français. La République ne reconnaît que des citoyens français. Elle ne va pas aller vous demander vos origines, etc. Regardez la couleur de votre peau, la forme de vos yeux. Ça, heureusement, on a rompu avec ça, et fort heureusement, et depuis fort longtemps. Le vrai problème, ceux qui s'assignent une identité dans ces cas-là, c'est pas l'État, c'est pas la République qui assigne une identité à ces jeunes, c'est ces jeunes qui eux-mêmes revendiquent une autre identité concurrentielle à la France. Et à ce discours-là, il faut effectivement, je pense, une vraie fermeté, une vraie clarification. Si des jeunes gens, j'entendais un certain nombre de casseurs dans les différents témoignages dans les médias, qui à visage masqué expliquaient qu'ils se sentaient qui algériens, qui marocains, tunisiens, turcs, mais pas français. Alors même qu'ils étaient nés en France. Donc c'est eux qui s'assignent une identité différente. De football à Saint-Denis avec l'hymne national français sifflé. Oui, si vous voulez, un certain nombre de jeunes gens se considèrent pas comme français. Voilà, rejettent ce pays, rejettent cet ensemble. Et ça, si vous voulez, le problème c'est qu'il faut, le constater, le reconnaître, et deux, je pense qu'il faut faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de ces jeunes et les ramener au commun pour ceux qui, en tout cas, ne sont pas dans la délinquance, mais sont seulement dans une forme de désappropriation vis-à-vis de cette culture française qui, théoriquement, devrait être la leur, mais qui, dans les faits, ne leur appartient pas. Quand ils disent nous, ils ne parlent pas de la France. Ça, c'est très important. Alors, je faisais un clin d'œil à un sujet qui m'est cher, c'est le sport, mais aujourd'hui, notamment dans le football, il y a la question de la binationalité, avec des jeunes qui hésitent entre deux pays. Et tant mieux, c'est une richesse. Mais Abdoulaye Kanté, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, un jeune va se dire je bascule pour la France par amour? C'est une question qui est assez, je pense aussi, comme l'a dit un de votre invité, c'est que c'est la question de savoir comment essayer de donner l'amour de la France à ceux qui ne se sentent pas totalement français, et pourtant qui sont français par l'identité. Et c'est évidemment que quand on rentre dans une espèce de concurrence, parce que je rappelle encore une fois que certains s'approprient des fois des souffrances qu'ils n'ont pas connues, des fois par rapport à la colonisation, par rapport à certains événements de l'histoire qui ont existé, mais je pense qu'effectivement tout ça passe par l'école, parce que l'amour de la France ne doit pas être vu comme une forme d'insulte, comme une forme de défiance, dire que vous êtes français donc il faut que vous détestiez le reste. Non, le socle républicain c'est quoi? C'est de dire que nous sommes une diversité, on peut venir d'ailleurs, mais il y a un socle commun qui s'appelle cette République, qui fait que nous avons cette chance en France de pouvoir être tous, on va dire, égaux, liberté, égalité, fraternité. C'est ça le problème. Mais ce qui vient de l'extérieur, qui vient avec ses origines dans la concurrence, et se dire que t'es français, mais souviens-toi, tu nous as fait ci, tu nous as fait ça, historiquement, à mes ancêtres, j'ai envie de dire, mais sortez de cela. Sortez de cela. Lisez absolument Policier, enfant de la République, votre livre, Abdoulaye Kanté. Merci de votre témoignage. Lisez Libérer la gauche, de l'essayiste et éditorialiste, auteur qui est avec nous aujourd'hui, Paul Melun. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour à Franconville. Visiblement, on y vit bien avec son maire, Xavier Melki, je vous le confirme. On y passe de bons moments à Franconville. Merci à vous trois, c'était très très riche. Si on a pu bien finalement faire avancer le dialogue, comme Guy d'ailleurs, qui nous a appelé au 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio. C'est du concret, voilà. Allez, il faut y croire. Dans un instant, les infos.